En 2017, Macron est élu, et on savait déjà à l'époque que les médias de milliardaires avaient largement soutenu sa campagne. Mais en réalité, les liens entre Macron et la bourgeoisie étaient à l'époque bien plus forts qu'un simple soutien médiatique. Déjà en 2015, il y avait l'ombre de McKinsey. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Actu Réfractaire. Aujourd'hui au programme, les révélations de Cash Investigation, la guerre au Liban et le rapport Drahi. Allez, on commence avec Cash Investigation qui a encore sorti le grand jeu. Les journalistes de la rédaction, ils ont bossé sur le lien entre la Macronie et McKinsey, le grand cabinet de conseil états-unien. On rappelle déjà que des mails avaient déjà fuité en 2017 avec le site 4chan qui avait été ensuite relayé par Wikileaks. On avait alors accès aux plus gros donateurs de la campagne de Macron, dont beaucoup étaient issus de la nouvelle finance avec une grande participation des fonds de pension et des cabinets de conseil. Mais là, Cash Investigation, ils vont encore plus loin dans l'analyse. Les journalistes, ils ont eu accès aux mails de Karim Tadjeddine, qui est un directeur associé de McKinsey et qui bosse avec Macron depuis 2007, lorsque Macron était formé à la commission Attali. Tadjeddine l'a ensuite accompagné pour le lancement de la campagne de 2017 et il assure que cette relation, c'est que de l'amitié, que du bénévolat, parce que bon, il aime bien le projet libéral de Macron. Sauf que c'était pas juste une relation et ils discutaient en prenant un café, non, ça allait beaucoup plus loin que ça. En 2015, Macron prépare déjà sa candidature pour 2017. Il utilise alors l'argent de son ministère de l'économie pour multiplier les rencontres. Et parmi elles, il y a des réunions de travail régulières avec Tadjeddine et d'autres membres de McKinsey. L'équipe élabore alors en secret la stratégie de campagne de Macron. Son annonce de candidature, sa plateforme numérique pour organiser les militants, les éléments de langage utilisés, ses réseaux, etc. Le cabinet de conseil organise pour le futur président toutes les rencontres nécessaires avec la haute sphère de l'administration pour s'assurer du soutien de cette dernière. Et ce taf-là a mobilisé à minima 3 salariés de McKinsey et 25 réunions. D'ailleurs, le nom de code de cette opération, je l'écris là parce que bon, c'est un truc en espagnol là, et en gros, c'est en référence au cratère mexicain où est tombée la météorite qui a éteint les dinosaures. Parce qu'en 2017, le projet de Macron, c'était de dégager tous les dinosaures du PS et de l'UMP. Ce qui est plutôt ironique puisque maintenant, les ministères de Macron, bon bah, c'est plus peuplé que Jurassic Park, quoi. Surtout avec le prochain gouvernement qui arrive, là, on n'est pas prêt. Hein. Et le scandale, évidemment, c'est que McKinsey, ils ont donné des prestations secrètes, gratuites et d'ampleur à Emmanuel Macron pour que celui-ci devienne président. Sauf qu'une entreprise n'a pas le droit de donner gratuitement des trucs parce qu'en fait, bah, c'est de la corruption. C'est totalement de la corruption. D'autant plus que Macron, une fois président, il a largement envoyé l'échec à McKinsey pour plein d'opérations pourries qui a permis à tous ces gens-là de pouvoir gagner énormément d'argent. D'ailleurs, Tadjeddine le savait, hein, il disait lui-même que cette opération ne doit pas être rattachée formellement à En Marche, ça doit rester secret. Sachant en plus que ça, que McKinsey n'a pas payé d'impôts. Et ça, c'est une commission d'enquête sénatoriale qui montre ça. Donc vraiment, ils ont eu tous les privilèges une fois que leur poulain a été élu. Donc dans la campagne de Macron, tu as eu des financements très étranges qui ont fuité, tu as eu cette affaire McKinsey, et tu as eu l'affaire aussi avec JL Event qui a sous-facturé ses prestations. Ce qui, bon, laisse à penser quand même largement que cette élection était truqué et illégal. Et bon, de toute façon, Macron, maintenant, il est président, donc il n'a plus rien à craindre. C'est ça qui est incroyable avec ce système-là. Bref, Cash Investigation qui montre encore une fois que ce sont des journalistes qui peuvent se montrer au service du peuple, et ça fait plaisir. Allez, on profite de cette actu réfractaire pour faire un petit point sur le Liban. Dans la dernière émission, on vous avait parlé de l'attaque du gouvernement israélien qui a fait exploser des milliers de beepers, principalement utilisés par le Hezbollah. Et hier, à 17 h, cette fois, c'est une centaine de talkie-walkie qu'ils ont fait exploser. Le matériel, il a été acheté il y a quelques mois par l'organisation libanaise qui craignait que le renseignement israélien avait infiltré leur réseau de télécommunications. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que en fait, le service de renseignement israélien, ils avaient surtout infiltré la chaîne logistique, ce qui leur a permis de placer des explosifs dans le matériel du Hezbollah. Côté beeper, c'est une marque taïwanaise, mais qui avait délégué la production à une entreprise hongroise. Ces deux vagues d'explosions ont fait à minima une dizaine de morts et surtout des milliers de blessés, donc beaucoup du Hezbollah, mais pas mal de civils aussi. Et surtout, ça a donné des scènes d'horreur. Là, on voit par exemple une cérémonie d'enterrement hier d'un jeune homme de 12 ans et d'un secouriste qui ont été tués par les beepers piégés. Et là, un talkie-walkie explose alors dans la foule, ce qui crée une panique et tout le monde retire les batteries de ces appareils pour pas que ça explose encore. Ou encore cette vidéo d'hommage rendue à une fille de 9 ans assassinée par l'explosion d'un beeper. Le New York Times font eux remonter des témoignages de personnes qui deviennent logiquement parano puisque tout peut exploser, ce qui crée littéralement un climat de terreur dans tout le pays. Le message du gouvernement israélien est clair:
personne n'est à l'abri avec eux et ils peuvent attaquer de partout. Ils peuvent attaquer et blesser d'un coup des milliers de cadres du Hezbollah, ils peuvent assassiner le chef du Hamas directement à Téhéran, la capitale iranienne, et ils peuvent assassiner des dizaines de hauts cadres du Hezbollah avec des bombardements ciblés ces dernières semaines. En fait, l'État israélien mène là une politique d'assassinat pour désorganiser au maximum le Hezbollah. Gallant, le ministre de la guerre israélien, a annoncé qu'il déploie maintenant l'armée au nord d'Israël pour, dit-il, sécuriser la zone et permettre le retour sur place des habitants israéliens. Et à voir si cette désorganisation du Hezbollah et ce mouvement de troupes de l'armée israélienne va mener jusqu'à une occupation du sud Liban. On prépare en tout cas une vidéo du Canard réfractaire qui va développer ce sujet avec des angles que vous allez retrouver nulle part ailleurs. Allez, on finit avec un petit peu d'économie. Vous avez peut-être entendu parler du rapport Draghi qui est sur les lèvres de pas mal de politiciens ces derniers temps. Alors on va se poser et regarder en détail ce que contiennent ces 400 pages. Bon évidemment, on les a pas lues, mais par contre on a lu énormément d'articles des Échos. Les Échos, c'est vraiment un journal de bourge qui s'adresse aux bourges. La preuve, c'est que tu as même, tu sais, en haut du site, carrément les cours de la bourse. En fait, dans le journal, ils doivent être le plus précis et véridique possible pour guider les investisseurs, donc les riches, pour savoir où est-ce qu'il faut qu'ils mettent leur pognon. Et donc l'information, elle est très rigoureuse et factuelle. Et donc on va servir de journal de Bernard Arnault pour décortiquer le rapport Draghi. Alors déjà, Draghi, c'était le gars qui signait plein des billets qu'on utilise peut-être encore, puisque c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Donc tu peux être sûr que lui, il lit les Échos et le Financial Times en buvant son café le matin. Et ce gars, il tire la sonnette d'alarme parce qu'il a peur d'un décrochage européen. Apparemment, les économies des pays européens seraient en retard sur la croissance du PIB, sur le commerce extérieur, sur l'investissement et seraient même en pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Toujours selon le rapport, 3 facteurs qui soutenaient la croissance de l'Europe se sont effrités. D'abord, il y a le commerce mondial qui est moins florissant qu'au début du siècle. Ensuite, on a le gaz russe qui était d'une source d'énergie bon marché et qui est devenu de l'histoire ancienne. Et enfin, on a une instabilité géopolitique qui pousse les 27 pays de l'Union européenne à augmenter leurs dépenses militaires. Et tout ça dans un contexte où la concurrence des entreprises chinoises et états-uniennes deviennent de plus en plus rude. Enfin, surtout chinoises, hein, pour vous donner une idée, 40% des secteurs industriels exportateurs de la zone euro sont en concurrence directe avec des entreprises chinoises contre 22% il y a 20 ans. Ok, pour traduire pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, globalement, les industriels européens sont de plus en plus en concurrence directe avec les industriels chinois. Et dans ce contexte, le rapport nous dit que les grands groupes européens ne font pas ce qu'il faut pour remonter la pente. Pour lui, il y a un étau qui se resserre autour de l'économie européenne. Donc dans le rapport, Draghi appelle à des investissements massifs de l'État. Il chiffre à 800 milliards d'euros par an le besoin d'investissements supplémentaires. Il met l'accent sur de larges subventions publiques aux investissements privés dans le numérique, l'intelligence artificielle et l'environnement, c'est-à-dire l'industrie verte. Et ça aussi, on va en faire une vidéo sur la chaîne du Canard cette semaine. En fait, cette proposition, elle tranche pas mal, tu sais, avec la politique de gestionnaire en bon père de famille, avec réduire la dette et compagnie, qu'on nous a servi pendant très longtemps. Et ça colle en fait énormément avec le projet politique d'Emmanuel Macron qu'il a déjà commencé à appliquer il y a pas mal d'années. En fait, la logique de Macron, elle est très simple. C'est qu'il emprunte énormément d'argent sur les marchés financiers pour donner sous forme de subventions et autres conneries comme ça aux industriels, notamment pour relancer un nouveau cycle de production et générer des profits et notamment générer des dividendes pour les actionnaires. Et vu que les actionnaires, c'est une partie du marché financier, il se dit que si on contente les actionnaires grâce à la politique de l'État, eh ben, ces mêmes marchés financiers va donc financer l'État français pour continuer cette politique-là. Donc en gros, lui, il est plus dans une logique de fuite en avant avec beaucoup d'emprunts et beaucoup d'investissements en essayant de contenter au maximum les ultra-riches qui financeront sa politique. Et cette course au développement, on peut l'analyser comme une tentative de Macron pour imposer les entreprises françaises dans le monde et surtout en Europe. Et ce qui est rigolo, c'est que même des personnalités proches du NFP comme l'économiste Thomas Piketty sont assez d'accord avec cette ligne-là en vrai. Selon Piketty, les taux d'intérêt des emprunts sont historiquement bas et du coup il faut en profiter pour à fond emprunter. Voilà ce qu'il écrit le 14 septembre dans Le Monde. Il existe une énorme manne d'épargne peu ou pas utilisée en Europe et à l'échelle mondiale, prête à se déverser dans des systèmes financiers occidentaux quasiment sans rendement. Dans une telle situation, c'est le rôle de la puissance publique de mobiliser ces sommes pour les investir dans la formation, la santé, la recherche et les grandes technologies, les grandes infrastructures énergétiques et les transports, la rénovation des bâtiments et ainsi de suite.
Piketty et Macron sont d'accord sur la forme, c'est juste savoir où est-ce qu'il faut investir d'abord. Est-ce qu'on investit d'abord dans l'hôpital ou d'abord dans les industries vertes? Une convergence d'idées qui est peut-être le début d'une union nationale à venir. L'actu réfractaire, c'est tous les jours de la semaine. On fait ça sur YouTube et on fait aussi plein de vidéos courtes qu'on diffuse largement sur les autres réseaux sociaux. Un vrai décryptage qui est fait sans subvention, sans milliardaire et qui vit que grâce à vos dons. Donc si tu veux nous soutenir, il y a un lien Tipeee en description. Sur ce, des bisous et à la prochaine.